Le craquement du bois contre le ponton a résonné exactement comme une gifle, c'est la seule façon dont je peux le décrire. Ce moment précis où le poing de ma belle-fille s'est abattu sur la grande table en bois de la maison du lac à Annecy alors qu'elle annonçait devant 47 amis et membres de la famille réunis pour les 40 ans de mon fils qu'elle avait déjà mis la propriété en vente auprès d'une agence immobilière, que je n'avais pas mon mot à dire, que la paperasse était réglée et que je devrais lui être reconnaissant car il m'avait trouvé une résidence très confortable à Nice, sur la Côte d'Azur, là où le climat est doux et le personnel aux petits soins. Cette maison du lac, celle que le grand-père de Carole avait bâtie en 1951, celle où elle avait appris à nager, où elle avait lu chaque livre qu'elle avait aimé, la même où nous avions célébré sa mémoire il y a tout juste 3 ans. Était vendue à un promoteur qui voulait tout raser pour construire des appartements de luxe. Je n'ai pas crié, je n'ai pas renversé la table, j'ai simplement posé mon verre de vin de Savoie et j'ai regardé la femme que mon fils avait épousée, puis j'ai dit très calmement qu'elle venait de commettre une grave erreur, ce à quoi elle a répondu par un rire méprisant. Je m'appelle Édouard Morel, la plupart des gens m'appellent Édouard, j'ai 64 ans et pendant 37 de ces années, j'ai conçu des bâtiments, pas de ces structures de verre et d'acier qui sortent de terre en 6 mois pour s'effondrer au bout de 20 ans. Mais des édifices faits pour durer, des palais de justice, des bibliothèques municipales, des ailes d'hôpitaux, des bâtiments universitaires qui seront encore debout quand tous les protagonistes de cette histoire auront disparu depuis longtemps. J'étais bon dans mon métier, plus que bon, je comprenais que l'ossature d'une structure importe plus que sa façade et que ce que l'on ne voit pas est souvent plus essentiel que ce que l'on voit, et Carole comprenait cela aussi. Elle était paysagiste et nous nous étions rencontrés lors d'un colloque à Lyon en 1987 en débattant pour savoir si un parking en plein centre-ville pouvait être rendu beau, elle disait que oui, je disais que c'était peu probable, mais j'étais prêt à être convaincu. Elle a passé 36 ans à me prouver que presque tout peut devenir beau si on y accorde assez d'importance et qu'on sait où regarder. Elle s'est éteinte d'un cancer du pancréas il y a 3 ans, en avril dernier, dans la chambre à l'étage de cette maison de famille où elle avait grandi, la fenêtre ouverte pour qu'elle puisse entendre le clapotis de l'eau, et elle m'avait demandé de garder la maison. Elle m'en avait fait la promesse et j'avais tenu cette promesse chaque jour jusqu'à ce soir où ma belle-fille a annoncé qu'elle l'avait rompue en mon nom. Mon fils se tenait près du barbecue quand c'est arrivé, il a 40 ans maintenant, il est grand comme moi avec les yeux de Carole mais, comme je le craignais depuis longtemps, il n'a le caractère d'aucun de nous deux. Marié à Aurélie depuis 6 ans, il l'avait laissé remplacer systématiquement chaque habitude, chaque préférence et chaque opinion qu'il possédait autrefois par les siennes, il ne m'appelait plus le dimanche, il ne venait plus pour le déjeuner de Noël à la maison du lac. Il n'allait plus à la pêche alors que c'était sa passion depuis l'âge de 7 ans, il avait troqué tout cela pour un appartement moderne à Genève. Une garde-robe qui coûtait plus cher que ma première voiture et une femme qui parlait de la maison du lac comme d'un passif encombrant dans une conversation que j'avais surprise par accident 6 mois plus tôt. J'avais gardé cela dans un coin de ma tête, me persuadant que j'exagérais, mais ma belle-fille continuait de parler alors que je me levais, expliquant d'une voix forte et enjouée, faisant son spectacle devant l'assistance, qu'ils avaient trouvé une communauté merveilleuse pour moi dans le sud. Que le climat serait bon pour mes articulations, que je me ferais des amis et que Carole aurait voulu que je sois heureux. Elle utilisait le prénom de Carole comme une clé, comme si elle savait ce que Carole aurait voulu, comme si elle avait acquis le droit de parler pour une femme qu'elle n'avait rencontrée que 4 fois avant les funérailles et 2 fois après. J'ai regardé mon fils, il était toujours au barbecue, il ne me regardait pas, il retournait une entrecôte qui n'en avait pas besoin, fixant la grille avec l'attention concentrée d'un homme qui fait semblant d'être ailleurs. Je me suis rassis, j'ai repris mon verre, j'ai regardé le lac sous le soleil de fin d'après-midi qui transformait la surface de l'eau en cuivre et en or, contemplant le vieux saule sur la rive et que Carole avait planté à partir d'une bouture quand elle avait 19 ans. Puis j'ai dit, assez fort pour que tout le monde entende, que la maison du lac n'était pas à vendre, qu'aucun agent immobilier n'avait l'autorité légale pour la mettre sur le marché et que quiconque leur disait le contraire mentait. Le sourire d'Aurélie n'a pas vacillé, elle a plongé la main dans son grand sac en toile posé à côté de sa chaise et en a sorti une enveloppe Kraft qu'elle a fait glisser sur la table vers moi avec l'élégance assurée de quelqu'un qui a répété ce moment plusieurs fois. J'ai regardé l'enveloppe sans l'ouvrir, je savais déjà ce qu'il y avait dedans parce que le numéro de compte sur la confirmation de transfert bancaire était apparu sur mon tableau de bord financier 2 semaines plus tôt comme une anomalie que je n'avais pas encore eu le temps d'étudier. M'étant persuadé que ce n'était probablement rien, comme je me le répétais depuis 6 ans. J'ai repoussé l'enveloppe sans la toucher et je lui ai dit que le document à l'intérieur lui serait expliqué en détail très bientôt par quelqu'un muni d'un diplôme d'avocat. La fête ne s'est pas remise de cet instant, les invités, les voisins, les anciens collègues,
les amis de Carole de l'association horticole se sont tus de cette manière dont les gens se taisent quand ils réalisent que l'événement qu'ils sont venus célébrer a basculé dans toute autre chose. Ma belle-fille s'est lancée dans une explication sur ma confusion, mon âge, mon deuil et ma difficulté à m'adapter à l'absence de Carole tandis que mon fils ne se retournait toujours pas alors que la viande brûlait. Je me suis excusé, j'ai traversé la cuisine et j'ai composé un numéro que j'avais dans mon répertoire depuis 3 ans sans jamais vouloir m'en servir. Avant de vous dire qui a répondu et ce qu'elle a dit, je veux vous parler du lendemain des funérailles de Carole car sans ce jour-là, rien de ce qui a suivi n'aurait été possible. Il y a 3 ans, 48 heures après avoir enterré ma femme, j'étais assis dans le cabinet d'une avocate nommée Maître Marguerite Lefebvre, une femme de 61 ans. Petite avec des cheveux argentés coupés courts et le calme précis de quelqu'un qui a passé des décennies à regarder les gens prendre des décisions catastrophiques en période de vulnérabilité émotionnelle. Elle avait été l'avocate de Carole d'abord, Carole l'avait consultée pour structurer l'héritage de la propriété qui était dans sa famille depuis 70 ans, et elle était devenue la mienne par la suite. Marguerite s'était assise en face de moi et m'avait dit sans préambule que le deuil rend les gens généreux d'une manière qu'ils regretteront plus tard et que ceux qui aiment une personne en deuil exploitent parfois cette générosité. Non par méchanceté mais par la certitude très humaine qu'ils méritent ce qu'ils demandent. Elle avait rédigé ce qu'elle appelait une clause de préservation intergénérationnelle pour la fiducie de la maison, ce n'était pas compliqué, cela stipulait simplement que la propriété ne pouvait être mise en vente, vendue, hypothéquée ou transférée sans le consentement écrit du fondateur. C'est-à-dire moi, et du fiduciaire indépendant, Marguerite elle-même. Toute tentative de le faire sans les 2 signatures était non seulement nulle et non avenue, mais déclenchait un audit automatique de tous les instruments financiers liés à la propriété et accordait au fiduciaire une autorité d'injonction d'urgence pour suspendre la transaction et réclamer des dommages et intérêts. Nous appelions cela l'encre. Marguerite espérait que je n'en aurais jamais besoin, mais j'avais signé le document un mardi matin alors que le monde extérieur était ordinaire et indifférent au poids de ce que je mettais sur papier. Debout dans la cuisine de Carole, avec les bruits de l'anniversaire de mon fils filtrant à travers la porte, j'ai raconté à Marguerite ce qui se passait, elle est restée silencieuse un instant puis a dit 2 mots que je ne lui avais pas entendu prononcer en 3 ans, je suis prête. Elle m'a demandé de rester à l'intérieur, d'être polie, calme et de ne pas toucher aux documents de mise en vente, précisant qu'elle avait besoin de 45 minutes. J'ai regardé l'horloge au mur, celle que Carole avait achetée dans une brocante en Haute-Savoie avec l'aiguille des minutes légèrement tordue, et j'ai dit d'accord. Je suis retourné dehors, j'ai rejoint la fête comme si de rien n'était, parlant aux vieux amis de Carole du saule et de la baisse du niveau de l'eau pendant l'été sec. J'ai même mangé une part de gâteau d'anniversaire tandis que ma belle-fille m'observait avec l'expression de quelqu'un qui est certain d'avoir gagné et attend simplement que l'autre partie l'admette. Mon fils a fini par venir s'asseoir à côté de moi sur le vieux banc en bois au bord du ponton et nous avons regardé l'eau quelques minutes sans parler avant qu'il ne dise qu'il était désolé de la façon dont les choses étaient sorties, que le moment était mal choisi. Que c'était une décision difficile mais qu'ils en avaient beaucoup discuté et qu'ils pensaient vraiment que c'était la bonne chose à faire. Ils disaient que l'entretien de la propriété était lourd, que la Côte d'Azur serait bénéfique pour moi, que la résidence qu'ils avaient trouvée offrait beaucoup de services et que je ne me sentirais pas isolé. Je lui ai demandé s'il avait lu les documents de la fiducie, il a répondu que l'avocat qu'ils avaient consulté avait tout vérifié, et quand j'ai demandé quel avocat, il a cité un cabinet de gestion de patrimoine que je ne connaissais pas. Il m'a regardé et, pendant un bref instant, j'ai vu passer quelque chose sur son visage, pas tout à fait de la culpabilité, mais l'ombre d'un sentiment qui n'avait pas encore pris forme. Comme un homme qui aurait appris par cœur les réponses d'un examen pour s'apercevoir qu'il n'est plus sûr que ce soit les bonnes. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un message de Marguerite, en route, j'amène 2 collaborateurs et les documents de l'encre, j'apporte aussi les résultats de l'audit de la conservation des hypothèques, vous devriez voir ce que j'ai trouvé. J'ai lu le message 2 fois puis j'ai demandé très calmement à mon fils si sa femme lui avait mentionné quoi que ce soit à propos d'une ligne de crédit hypothécaire qu'ils auraient apparemment ouverte sur la maison du lac 18 mois plus tôt. Il s'est figé, il a scié, l'ombre sur son visage s'est muée en quelque chose de plus dur à nommer, et je lui ai dit que l'audit annuel que Marguerite effectuait un détail que je n'avais jamais mentionné car il ne semblait pas pertinent avait signalé un acte déposé au bureau des hypothèques au nom de sa femme utilisant une propriété qu'elle ne possédait pas comme garantie pour un crédit de 250 000 €. Je lui ai dit que la signature sur le document semblait être la mienne, mais que ce n'était pas la mienne car je n'avais rien signé concernant cette propriété depuis 3 ans, hormis le document de Marguerite. Le visage de mon fils est passé par plusieurs états, la confusion, puis ce regard que j'avais déjà vu, celui d'un homme essayant de construire une explication innocente pour quelque chose qui n'en a pas,
et enfin une sorte de fixité. Ce calme plat qui précède l'effondrement de quelque chose de grand. Il a prononcé le nom de sa femme comme une question et je lui ai suggéré d'attendre l'arrivée de l'avocate pour avoir cette conversation. La voiture de Marguerite s'est engagée dans l'allée de gravier pile au bout des 45 minutes, elle conduit une berline gris foncé toujours un peu poussiéreuse à cause des routes non goudronnées près de son bureau, et elle n'était pas seule. 2 collaborateurs sont sortis avec des mallettes de documents, se déplaçant avec l'efficacité tranquille des gens habitués à ce genre de situation. Ma belle-fille les a vus et j'ai vu l'assurance quitter son visage comme l'eau s'échappe d'un tonneau percé, elle a traversé la pelouse rapidement pour intercepter Marguerite avant qu'elle n'atteigne le ponton. Parlant de violation de domicile et affirmant que c'était une fête privée sur une propriété privée où Marguerite n'avait aucun droit d'être. Marguerite l'a regardé avec l'expression d'une femme qui a entendu des choses bien plus effrayantes de la part de gens bien plus redoutables et a ouvert sa mallette pour lui tendre un document, lui expliquant d'un ton patient. Comme si elle lisait une histoire à un enfant qui ne maîtrise pas encore la langue, que la propriété où elle se trouvait était détenue dans une fiducie irrévocable dont elle était la fiduciaire indépendante. Elle a précisé que la clause de préservation avait été déclenchée 27 jours plus tôt lorsqu'un accord de mise en vente non autorisé avait été déposé et qu'en conséquence, elle exerçait son autorité pour suspendre la vente, annuler l'annonce, notifier l'agence de l'irrégularité et ordonner un audit indépendant des titres. Elle a marqué une pause, regardant ma belle-fille par-dessus ses lunettes, ajoutant que l'audit avait été très intéressant. Ma belle-fille a marmonné quelque chose sur les avocats qui travaillent pour des vieux qui n'ont rien d'autre à faire, mais sa voix avait changé, le ton enjoué de la table de pique-nique avait disparu, remplacé par quelque chose de plus tranchant et de plus effrayé. Marguerite n'a pas répondu, elle s'est tournée vers un de ses collaborateurs qui a sorti un document relié de plusieurs centimètres d'épaisseur qu'elle a posé sur la table à l'endroit même où l'enveloppe Kraft se trouvait 1 heure plus tôt. Elle a déclaré que l'audit avait révélé non pas un, mais 3 actes distincts déposés contre la propriété en utilisant une copie notariée de ma signature que je n'avais jamais fournie, une ligne de crédit de 250 000 €. Une seconde hypothèque servant de garantie pour un prêt commercial au nom d'une société civile immobilière enregistrée au Luxembourg appelée Groupe Immobilier Hartwell et un document de transfert de propriété non encore enregistré transférant une partie des parts de la maison à ce même groupe. Elle a expliqué que ce groupe n'avait qu'une seule associée gérante et elle a prononcé le nom de ma belle-fille. J'ai vu Aurélie regarder mon fils, lequel n'avait pas bougé du banc à côté de moi, assis très droit, les mains à plat sur les genoux, fixant le document sur la table comme si c'était une créature vivante prête à bondir. Certains invités commençaient à ramasser discrètement leurs affaires tandis que d'autres restaient pétrifiés par le magnétisme terrible d'un moment qu'ils raconteraient pendant des années. Ma belle-fille a changé de posture, le calcul sur son visage était flagrant, elle s'était entraînée à être charmante, persuasive, stratégiquement vulnérable, mais elle n'était pas préparée à être prise au piège avec les documents réels sous les yeux. Elle a prétendu que leur avocat leur avait dit que la fiducie était modifiable et que ma signature avait été obtenue régulièrement, prononçant ce mot comme on le fait quand on n'est plus sûr de ce qu'il signifie. Affirmant que je ne gérais plus la propriété de manière responsable et qu'elle et mon fils agissaient dans l'intérêt de la famille. Marguerite a répondu que c'était une théorie juridique intéressante qu'elle avait hâte d'entendre expliquer devant un juge, précisant que la question de la signature contrefaite serait probablement traitée par le procureur de la République plutôt que par un tribunal civil. Mais que son cabinet était prêt à assister la procédure la plus rapide. Ma belle-fille a dit qu'elle appelait son avocat, Marguerite a trouvé que c'était une excellente idée en désignant le bout du ponton où la réception était meilleure. Aurélie y est allée, tournant le dos à l'assemblée, parlant d'une voix trop basse pour être entendue, mais j'ai vu ses épaules se crisper, je l'ai vu se retourner une fois pour regarder les documents sur la table avant de se fixer à nouveau sur l'eau. L'appel a duré 4 minutes et quand elle est revenue, elle n'a pas regardé Marguerite mais mon fils, et ce qu'elle lui a dit, je ne le répéterai pas en entier car c'est encore à l'étude par les avocats, mais pour résumer, elle croyait que cette propriété leur revenait de droit par inévitabilité. Elle pensait que sa relation avec mon fils lui donnait accès à des actifs qu'elle s'était convaincue de mériter, elle croyait que le deuil rend les gens malléables et que les vieux sans enfants à charge finissent par devenir les instruments financiers de leurs rejetons, qu'on l'avoue ou non. Elle a crié que mon fils était au courant pour le crédit, qu'il avait signé les papiers de son plein gré, que l'argent avait payé des choses dont ils profitaient tous les deux, qu'il n'était pas innocent et qu'elle ne serait pas la seule à porter le chapeau. Mon fils était devenu livide, il s'est levé et a prononcé son nom, elle a répliqué violemment, il a répété son nom d'un ton différent, elle a alors hurlé qu'elle en avait fini avec cette famille, ses héritages encombrants et ses maisons de lac appartenant à des mortes, puis elle a quitté le ponton. A traversé la pelouse, est entrée dans la maison et la porte a claqué derrière elle. Les derniers invités sont partis peu après,
Marguerite est venue s'asseoir là où mon fils était, elle a posé sa mallette et a regardé le saule sur la rive et sans rien dire pendant un moment, ce qui était l'une des choses que j'appréciais le plus chez elle. Elle a dit que le signalement au procureur serait déposé lundi, que l'injonction sur la propriété était solide et que la SCI Hartwell serait dissoute par les tribunaux d'ici 90 jours. Elle m'a conseillé de changer les serrures dès le soir même et de documenter l'état de chaque pièce avant que quiconque n'ait l'occasion de prendre quoi que ce soit. Je l'ai interrogée sur mon fils, elle a répondu que cela dépendrait de sa coopération et de la part de documents à son nom par rapport à ceux de sa femme, précisant que ce n'était pas forcément aussi net que ce que sa femme prétendait. J'ai dit que je comprenais, elle est partie avec ses collaborateurs, emportant les mallettes avec la même efficacité tranquille qu'à leur arrivée. Je suis resté seul sur le ponton longtemps, le soleil s'est couché, le lac est passé du cuivre au gris puis à ce bleu profond particulier qu'il prend lors des nuits d'été claires, un bleu qui n'existe dans aucun nuancier, un bleu qui n'appartient qu'à cette eau à cette heure précise. Mon fils m'a rejoint vers 21h, il avait l'air d'un homme portant un fardeau trop lourd sans savoir comment le poser, il s'est assis à côté de moi, les pieds ballants au-dessus de l'eau comme lorsqu'il était enfant, et est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, il n'a pas cherché d'excuses, je n'en attendais pas et j'avais raison, il a expliqué les choses de manière factuelle, comme quelqu'un qui a renoncé aux histoires pour ne s'en tenir qu'à la vérité. Il a admis qu'il savait pour la ligne de crédit, se disant que c'était techniquement légal parce que l'avocat qu'ils avaient engagé suggérait que le langage de la fiducie était ambigu et que sa position de fils lui donnait une autorité implicite. Il s'était laissé convaincre parce qu'il avait envie d'y croire et il savait que c'était un choix délibéré. Je lui ai demandé s'il savait pour les signatures contrefaites, il est resté silencieux d'un silence honnête cette fois, puis a dit non, expliquant qu'il avait signé des documents sans les lire attentivement parce qu'elle lui avait dit que c'était des papiers de transfert standard. Qu'il lui avait fait confiance et que faire confiance au lieu de vérifier était aussi un choix qu'il assumait. Je lui ai posé la question qui me rongeait toute la soirée, s'il faisait partie du plan pour m'envoyer à Nice. Il a répondu que oui, s'étant persuadé que c'était pour mon bien, et je lui ai dit que c'était peut-être en partie vrai mais que cela ne changeait rien au fait que c'était une stratégie pour m'éloigner de la propriété qu'il voulait vendre, ce qu'il a reconnu. Nous sommes restés là sans parler, le lac faisant ses petits bruits nocturnes, je lui ai dit que je n'étais pas prêt à discuter de l'avenir de notre relation ce soir et que je ne savais pas combien de temps il me faudrait pour l'être, je lui ai dit que je ne le haïssais pas. Que ce qu'il avait fait n'était pas impardonnable au sens définitif du terme mais que cela demanderait plus que des excuses, qu'il me faudrait du temps et qu'il devrait prouver les choses par des actes plutôt que par des mots. Il a dit qu'il comprenait, il a dit qu'il était désolé avec la sincérité de celui qui sait que ce n'est pas suffisant, et il est parti cette nuit-là sans que je sache où, je n'ai pas demandé. J'ai dormi dans la chambre du haut avec la fenêtre ouverte et j'ai changé les serrures au matin. Dans les semaines qui ont suivi, le cabinet de Marguerite a travaillé avec discrétion et efficacité, le signalement pour faux en écriture a suivi son cours avec l'élan des dossiers bien documentés. On a découvert que la SCI Hartwell avait servi à dissimuler environ 340 000 € de transactions sur 18 mois, la plupart transitant par des comptes que ma belle-fille avait ouverts en utilisant la maison du lac comme actif déclaré. L'agence immobilière, face à l'audit et à l'injonction, a coopéré immédiatement et a annulé le mandat de vente, déposant elle-même une plainte pour les fausses déclarations faites lors de la signature du contrat. Ma belle-fille a pris un avocat qui a envoyé plusieurs lettres menaçantes, mais Marguerite y a répondu avec le calme mesuré d'une femme qui archive chaque document et ne perd jamais le sommeil. Le processus fut lent, administratif, presque totalement dépourvu de drama, ce qui est la façon dont les conséquences juridiques sérieuses fonctionnent réellement, rien à voir avec les films, juste du papier. Du temps et la reconnaissance progressive que l'histoire qu'on s'est racontée ne correspond pas aux archives. Mon fils a collaboré à l'enquête, ce qui était significatif et allait peser dans la balance au moment de décider des poursuites et contre qui les mener, je n'ai pas influencé ce processus, je l'ai laissé suivre son cours. J'ai passé l'été à la maison du lac, j'ai repeint le ponton, j'ai dégagé les broussailles sur la rive et qui envahissaient le saule de Carole depuis 2 ans, j'ai retrouvé ses journaux de jardinage dans le cellier, 12 cahiers remontant à 1989 remplis de son écriture. De spécimens de plantes pressées et d'observations sur la lumière, le sol et la sensation particulière de certains après-midi. Je les ai lus dans l'ordre sur le ponton, du premier été où elle m'avait emmené ici jusqu'au dernier où elle était assez bien pour sortir. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les fondations en septembre, le processus a pris 3 mois et a nécessité plus de paperasse que je ne l'imaginais, mais en décembre, la bourse Carole Morel pour le design environnemental a été officiellement enregistrée comme association à but non lucratif.
Son but était de financer des étudiants de master en architecture paysagère et design environnemental issus de milieux modestes qui avaient le talent et l'ambition mais pas les moyens, la dotation provenant d'actifs que j'avais restructurés après l'injonction. Des biens destinés au départ à un autre usage et qui en avaient maintenant un meilleur. Marguerite est venue à la Maison du Lac en janvier pour un déjeuner de travail afin de revoir les statuts de la fondation. Elle s'est assise à la table de la cuisine là où tout avait commencé, elle a mangé la soupe que j'avais préparée, a relu les papiers et a déclaré que la structure était saine. Elle m'a demandé comment j'allais, j'ai répondu que c'était une question plus compliquée qu'avant, elle a dit que c'était probablement bon signe car les réponses simples cachent souvent quelque chose qu'on évite. Je lui ai dit que j'avais parlé à mon fils 2 fois, une fois en octobre pour des détails logistiques et une fois en novembre, une discussion plus longue, plus dure, plus proche de la vérité. Nous n'étions arrivés à rien de définitif et je n'étais pas sûr que nous y parviendrions un jour. Il vivait dans une autre ville maintenant, travaillant pour un cabinet sans lien avec ce que j'avais bâti, ce qui me semblait sain. Nous parlions sans les vieux faux-semblants, ce qui était à la fois plus authentique et plus difficile. J'ai confié à Marguerite que j'avais fini par comprendre une chose à laquelle j'avais résisté pendant des années, que l'amour que j'avais pour mon fils et les dégâts qu'il avait aidé à causer n'étaient pas opposés mais faisaient partie de la même histoire racontée sous des angles différents. Je l'aimais et il avait mal choisi, pas une seule fois, mais par une accumulation de petits renoncements qui avaient mené à cette soirée sur le ponton, et ces deux vérités coexistaient sans s'annuler. Elle a dit que cela lui semblait juste, j'ai ajouté que je ne savais pas ce qui viendrait après, elle a alors répondu qu'à 64 ans, ne pas savoir ce qui vient après est la même chose que d'être libre. J'ai regardé par la fenêtre vers le lac, de la glace de février sur les bords, de l'eau libre au centre, le saule dénudé mais solide. Carole l'avait planté il y a 45 ans à partir d'une bouture transportée dans un bocal d'eau pendant 3 heures de route parce qu'elle pensait que ce serait beau ici, elle avait raison, c'était beau. Cela l'avait toujours été et cela le resterait longtemps après que chaque détail de cette histoire se soit effacé. J'ai pris mon stylo, Marguerite avait posé le dernier document devant moi, l'acte rectificatif supprimant formellement toute contestation sur le titre de propriété et rétablissant la fiducie dans ses termes originaux. J'ai signé en bas, mon vrai nom avec ma vraie écriture, signifiant exactement ce qui était écrit, et je lui ai rendu le papier. Elle l'a regardé, a hoché la tête et l'a rangé dans sa mallette. J'ai dit, c'est fini, elle a répondu, oui. Dehors, le lac était immobile, le saule aussi, la lumière de l'après-midi avait ce blanc plat particulier de l'hiver sur l'eau, et quelque part sous la glace, les mêmes poissons faisaient ce que les poissons font en février. Cette vie lente et déterminée continuant sans se soucier de ce que les humains à la surface s'étaient infligés. J'avais construit des choses faites pour durer, je n'avais pas toujours construit les bonnes choses, mais la maison au bord de ce lac était toujours debout. Le saule était toujours enraciné dans la terre choisie par Carole et la bourse qui portait son nom enverrait ses premiers étudiants sur le terrain l'automne prochain. J'avais 64 ans, je ne savais pas ce qui viendrait après et je commençais à penser que c'était précisément là tout l'intérêt.